Régent-Paul, bonjour, mes hommages. Bonjour, M. Gagnon, vous allez bien? Ça va très bien. Oui. Semaine mouvementée comme toujours. On va faire notre revue des marchés. On va continuer nos earnings avec plein feu sur Netflix. Ça a brassé Netflix, l'énigmatique Netflix, comme plusieurs l'appellent. On va voir ça ensemble. Comment tenter de démystifier ce titre-là. On va commencer par les données économiques. Évidemment, si il y a des petits changements en temps réel, gênez-vous pas. Nouvelle construction résidentielle, ça la semaine passée, évidemment, mercredi. Résultat intéressant. En hausse par rapport à l'estimé. Donc, ce niveau-là, bonne nouvelle en tant que telle. Oui. Par contre, au niveau des permis, c'est souvent, là, c'est rarement aligné, là, ces deux données-là. Souvent, un monte, l'autre baisse. Alors, ça fut une petite baisse au niveau des permis. Donc, match nul, hein, jusqu'à un certain point. L'art de ne pas faire de vagues. Nouvelle construction résidentielle, on regarde le graphique. C'est quand même un beau graphique. Hein, c'est un graphique bullish qui est en ascension. Là, moi, je pars à décembre 2010, mais ça se peut que ça fasse plus longtemps que ça qui monte. Et ça monte sans cesse. On a un petit plafonnement, là, actuellement, des petits mouvements de côté, mais quand même, il faut donner à César ce qu'il y a à César. Une belle performance jusqu'à date. Je me souviens, à une boule de cristal, là, peut-être 2 ans, on avait dit que le secteur immobilier aux États-Unis serait un secteur intéressant, puis on ne s'était pas trompé. Maintenant, on amène ça dans une journée de transaction en temps réel, la journée où la nouvelle est sortie à 8h30 avant l'ouverture des marchés. C'est pour ça qu'on est dans la bande bleue ici. Pas de réaction plus qu'il faut. C'était plus à l'ouverture. On a eu un petit gap à la baisse, mais on s'est replacé tout de suite. Et on est reparti à la hausse. Et on était à la hausse pour une bonne partie de la journée. Ça, c'était mercredi, le 21 janvier. Jeudi, demande de chômage à la hausse. Là, je pense que ça fait 2 fois en ligne. Ouais. Alors, bon, il n'y a peut-être pas encore rien à s'énerver, mais quand même, c'est à la hausse. Et si on regarde le graphique, bien, comme vous le disiez la dernière fois, on a quand même un petit retroussage de nez ici, là. Alors, bon, c'est sûr qu'il y a une belle performance là aussi, là, depuis 2012 que ça glisse, mais là, on a un petit mouvement de côté avec un petit regain. Alors, évidemment, si ça continue, là, ça pourrait devenir un petit peu plus problématique parce que théoriquement, ça va influencer les chiffres du chômage éventuellement si ça n'arrête pas de monter. Mais voyons voir. C'est peut-être juste là une correction dans la descente, un rebond dans la descente et ça va peut-être continuer de descendre. Si on regarde ça maintenant du côté transactionnel, c'est à 8h30 que c'est relâché cette nouvelle, donc c'est avant l'ouverture des marchés. Pas de mouvement là non plus. C'est à l'ouverture, on a eu une hésitation, on a baissé drastiquement dans les premières 15 minutes, ça a viré de bord. Puis on s'est dit, bon, regarde, voyons le côté optimiste de la chose. Janet va peut-être encore plus nous laisser tranquilles. Alors, c'est devenu une bonne nouvelle pour Wall Street. Les ventes de maisons existantes, tantôt on avait les neuves, les existantes, eux autres en légère baisse. Ben, en fait, en baisse par rapport à l'estimé, parce que c'est en hausse par rapport au mois précédent. Là. Très belle observation. Oui. C'est 40 000. Là. Non, c'est pas grand-chose. C'est vraiment grand-chose. Effectivement, puis c'est en hausse par rapport au président qui avait été, lui, revisé. Quand même 2,4 par rapport au mois passé. Là. C'est quand même pas pire. Hein? Si on le compare au mois passé, vous avez bien raison. Les estimés, il faut faire attention à ça. Hein? Ouais. Elle était-tu... Mais bon, il faut vivre avec ça. Là. Mais c'est toujours à savoir, tu sais, tu mets l'estimé juste 100 000 plus bas, puis tu passes au vert. Alors, mais là, on parle de 10 000. Là. Oui, effectivement, de 10 000. Donc, tu mets ça 15 000, 11 000 plus bas pour passer au vert. Oui, c'est ça. Donc, il faut prendre ça avec un grain de sel. C'est pour ça que j'amène des graphiques, parce que je vous dirais que ça parle plus ici, là, au niveau des graphiques, parce que tu as une perspective. Le problème d'une donnée économique relâchée à matin 8h30, pas de perspective, ça ne veut rien dire. Écoutez, moi, je suis toujours étonné quand je vois la ligne rouge, mais vous me confirmez ça à chaque fois. Là, les taux d'intérêt seraient encore à la baisse. On parle évidemment du taux à la banque, là, du taux au prêteur. Là, on ne parle pas du... Ouais, c'est ça. On parle pas de la Banque fédérale. On parle toujours le 30 ans. Il est à 3,8 actuellement. Ouais. C'est ça. Là. On aurait même pu ramener ça un petit peu plus bas même. Bon, mais on est en baisse depuis septembre 2013. Là. Oui. Alors, puis on voit que, règle générale, il est censé avoir un effet contraire sur les ventes de maisons existantes. C'est un peu ça qu'on voit, sauf dernièrement, là, où on a eu des petites baisses là, au niveau des ventes de maisons, mais les hypothèques sont en baisse. Ça sera peut-être la même chose qui va se faire au Canada avec l'annonce de notre... On l'espère, parce que les banques n'ont pas l'air pressées de baisser les taux, en tout cas. Le directeur de la Banque canadienne, de la Banque centrale. Et voyons sur les marchés, à 10 heures, c'était la nouvelle sur les ventes de maisons existantes. Pas vraiment
Ça n'a pas vraiment influencé le marché. C'est en après-midi plus qu'on a eu une baisse sur les marchés. Pointage de la semaine dernière, 3 négatifs pour 1 positif. Mais évidemment, pour Wall Street, le négatif, c'est du positif. Oui. C'est comme les aimants, là, tu tiré de bord. Oui. Donc, eux autres, ils ont dit parfait, c'est une belle semaine, ça. Ça va mal. Donc, on achète. Et on voit que la semaine a monté. On a eu pratiquement 150 points de gain là, dans la semaine. On est parti vendredi passé ici. Ça a plié des genoux dans la journée de vendredi. Mais malgré tout, c'est une semaine qui a fini à la hausse. Donc, comme quoi, les mauvaises nouvelles ne sont pas toujours des mauvaises nouvelles. Parce que l'autre semaine d'avant, ça n'a pas été facile non plus, là. Non, effectivement. Alors, là, ils se sont un petit peu repris. Oui. Données économiques de la semaine à venir, évidemment, on ne les voit pas en détail, mais ça, c'est le tableau. Oui, ça va être à surveiller, hein, mais je pense pas. C'est pas tout de suite, en théorie. Là. Non, mais tout le monde va vouloir regarder c'est le langage. Le ton, les ça. virgules. Le langage. J'aime ça, les virgules, moi. Oui, le langage, l'expression corporelle, en tout cas, là, tout est analysé. Ils vont repasser la cassette au ralenti après ça, pour être sûr qu'ils n'ont rien manqué. Et ce qui va avoir aussi d'intéressant, confiance du consommateur, hein, aussi, qui est en fait la veille des données du FOMC. Et les deux, on a les deux la semaine passée, cette semaine, confiance et sentiment du consommateur. Ouais. Donc, on va avoir un pouls assez juste là, de leur... selon les estimés, ça serait à la hausse dans le cas du Conference Board et ça serait neutre, égal dans le cas du Michigan. Saison des earnings, Q4 2014 qui se poursuit. On surveillait la semaine passée 5 candidats. Netflix, Interactive Broker, eBay, 110 et Cloud10Core. Celui qui a retenu notre attention, c'est Netflix. Bon, commençons par le commencement, comme dirait ma grand-mère. On a eu un résultat au-dessus des attentes, 72 sous contre 45, donc c'est 60 à la hausse. Hein, c'est quand même une belle surprise. Et évidemment, chez Netflix, vous allez voir, les divulgations se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et l'énigme Netflix se complexifie. Bon, ça, c'est une image, vous savez, j'ai même pas eu besoin de la modifier parce que c'est l'image qu'on avait utilisée la dernière fois pour le earning il y a 3 mois. Et ça, c'est le 3 mois plus tard. Et ça rentrait là, dans la même photo. Alors, si vous regardez bien, assez spectaculaire, il y a 3 mois, on perdait 25 100 points, give and take. Et là, dernier earning qu'il vient d'avoir, 3 mois plus tard que le précédent, alors on gagne 20 à l'ouverture, 30 en 5 jours pour un gain de 100 points. Donc, c'est pas normal. C'est pas dans la normalité d'avoir un gap à la baisse d'un earning puis celui d'après à la hausse. Alors, voyons voir un petit peu. On va essayer de creuser qu'est-ce qui a pu créer ça. Probablement celui du 15 octobre 2014, croissance annuelle comparable des utilisateurs aux États-Unis en baisse et inférieure aux prévisions des analystes. Ça, c'est ça qui avait fait mal à ce moment-là. Netflix a attribué cette baisse à l'augmentation de ses tarifs. Parce qu'on va dire des tarifs aux États-Unis. Quelques temps plus tard, l'entreprise se ravisait en disant que non, c'était pas à cause de ça. C'était parce que là, ils sont dans 1/3 des ménages aux États-Unis. OK. Et là, on commence à parler d'un niveau de saturation. Et combien? Il en reste 76 là, mais il y a de la compétition puis il y a d'autres choses aussi. Donc, c'est parce qu'ils ont haussé aussi leur prévision de 2015. Là. Fait que ça les a donné un petit coup de pouce. Est-ce que ça vous dérange de continuer ça à 12h30? Pas de problème. Parce que c'est intéressant, Netflix, puis on regardera les autres aussi en même temps. On fait une pause. Yves Bugereau avec nous dans un instant tout de suite. Et on poursuit la discussion avec Régent-Paul. On parlait de Netflix un petit peu plus tôt dans l'émission. On poursuit un peu le topo, là. Oui. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont dites lors des résultats financiers. Hausse de l'auditoire, hausse du nombre de membres, des paquets de films qui vont arriver, paquets de séries aussi. Disons que les projets... il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est un peu ça qui crée là, cette divergence inexplicable là, entre 2 gaps à 3 mois d'intervalle dans les directions opposées. On l'a vu tantôt avant de se quitter. La raison du 15 octobre 2014, c'était une croissance d'utilisateurs aux États-Unis en baisse et surtout inférieure aux analystes. Hein? En baisse, c'est une affaire, mais inférieure aux analystes, ça fait mal. Puis Netflix avait attribué ça à l'augmentation de ses tarifs. Finalement, ils ont dit non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est parce que là, on est rendu qu'on possède 1/3 du marché américain, donc on est saturé pour le moment. Bon, 3 mois plus tard. Et là, on garde ça en tête, ce qu'on vient de dire là. 3 mois plus tard, pas 3 ans plus tard, 3 mois plus tard. Là, la raison de la hausse qu'on a eue, là, extraordinaire,
croissance annuelle comparable des utilisateurs aux États-Unis en baisse. La même affaire de la dernière fois, là. Oui. OK? Mais supérieure aux prévisions des analystes. Ah, bien, écoutez, elle est là toute la différence. On est en baisse, mais on a battu les analystes. Ah, c'est ça qui compte. Vous parlez tantôt, là, des ventes de maisons existantes, il y avait 10 000 de la différence. Alors, regardez ça, vous allez l'aimer, celle-là ici. Là. C'est quoi ces fameuses prévisions-là par rapport aux résultats? Ils ont eu 1,9 million versus 1,85. Alors, on parle de 50 000 de différence. Puis ça s'est traduit, cette différence-là, c'est des dollars, mais petite correction, c'est pas des dollars, là, c'est des utilisateurs. Je m'excuse, il faut enlever le signe de dollar qui est là. Ça s'est traduit en piastres pour eux, là, mais ça, c'est des utilisateurs. Donc, ils ont battu l'estimé, mais écoutez, par pas grand-chose, un trait de crayon, comme dirait mon comptable, là. Mais ça s'est traduit par une augmentation de 3,3 milliards de la capitalisation. Vous savez, si on voit ça comme ça, là, ce gap-là, ce matin-là, a créé 3,3 milliards d'augmentation sur 50 000 utilisateurs de plus que prévu. C'est ça la bourse qui m'énerve un peu là-dedans, là, parce que ça n'a plus de bon sens. Remarquez bien que ça fait le bonheur de certains, hein, quand c'est de la volatilité comme ça, mais je vous comprends que c'est pas drôle pour un portefeuille long terme. Là. Est-ce que 500 000 vaut 3,3 milliards? Ça ne devrait pas, 50 000 utilisateurs de différence. Non, définitivement pas. Et c'est en baisse. Il ne faut pas oublier là, que c'est en baisse. C'est juste supérieur aux analystes. Alors, depuis toujours, chez Netflix, à chaque trimestre, l'entreprise donne plusieurs mesures, des metrics, qui appellent en anglais, là, bonnes et mauvaises. Hein? Il y en a pour tout le monde. Puis Wall Street, bien, c'est pas compris, comme toujours, il prend ce qui lui convient. Alors là, c'est celle-là qui lui convenait, puis c'est sur celle-là qu'il a tablé. Bon, maintenant, l'énigme totale. Oui. Est-ce que c'est pas le fait qu'ils ont donné, justement, dans leur lecture, 1,8 million supplémentaires d'abonnés pour le premier trimestre de 2015 au niveau domestique et 2,5 millions au niveau international qui ont fait gonfler le titre plus que le 50 000 de plus. Vous touchez le point, là. T'sais, ils ont des chiffres partout. On baisse ici, on augmente là-bas. Vous savez, 50 000, c'est facile de se tromper. Il ne faudra pas qu'il y ait un recomptage. Peut-être qu'il n'arrivera pas au même chiffre. Mais là, regardez, ça se poursuit parce qu'en théorie, n'oubliez pas, on a un gap à la hausse. En théorie, ça se supporté par des bonnes nouvelles. Mais là, l'énigme est encore plus totale parce que Netflix, en même temps qu'ils sortent leurs résultats, prévoit pour le prochain trimestre 60 cents par action au lieu de 77 cents attendus par les analystes. C'est pas une bonne nouvelle, ça, là. Ma tête s'est fait ramasser un matin pour moins que ça, là. Puis là, un domaine que vous connaissez bien, vous, le free cash flow. Je ne suis pas trop sûr comment le dire en français. Les flux de trésorerie. OK. Mais les fonds autogénérés, si vous voulez. OK. Merveilleux. Je savais que vous trouveriez la bonne traduction. Est devenu négatif à 78 millions, le pire depuis plusieurs années. Et là, on gappe de 100 points pendant ce temps-là. Là. Et go figure, comme diraient les Anglais, là. Et Netflix a quand même un bond de 19 à l'ouverture, malgré toutes ces nouvelles-là. On le voit ici, là, sur le graphique. Regardez, ça, c'était la veille du earning, et ça, c'est le lendemain, avec les nouvelles qu'on vient de voir ensemble. On continue. Expliquer cette hausse inexplicable. Hein? Devant l'énigme historique des divulgations de résultats de Netflix, et suivant les plus récents, ceux qu'on vient de vivre, beaucoup pensent que Wall Street est trop occupé à couvrir ses positions short. Parce qu'il y avait des shorts là-dessus. 8 8 tu commences à tomber, surtout pour une entreprise comme ça, tu tombes dans un pourcentage intéressant. Oui. Donc, évidemment, si Wall Street a commencé à se couvrir avant, c'est sûr que ça fait monter le titre, puis c'est sûr qu'avec un gap de même, tu te couvres encore plus. Ou bien, il y a deux explications. Wall Street se couvre, ou bien des investisseurs croient le PDG Hastings, je ne sais pas si vous le connaissez, mais un méchant gourou, qui dit un jour qu'il n'y aura plus que Netflix sur la planète. C'est pas compliqué, ça va devenir un incontournable. Moi, je dirais calme-toi, là. Oui, bien, c'est parce que les autres arrivent aussi, là. Ben, c'est ça. Bell est en train de faire pareil, Vidéotron fait pareil, tout le monde est en train de faire pareil. C'est génie, ça. Écoutez, Amazon, tout le monde embarque là-dedans, HBO, tout le monde. Alors, en réalité, puis on ne s'est pas parlé avant l'émission, là, regardez, c'est le prochain point, c'est ce que vous dites. En réalité, Netflix se fasse une compétition grandissante par ses propres clients. Parce qu'à un moment donné, vous savez, Netflix, jusqu'à tout récemment, ne produit rien, là. Ce qu'ils mettent en ligne, ce que des compagnies hautes produisent, Sony, etc. Mais là, ces clients-là commencent à se dire, bien écoute, moi, je représente 10-15 des recettes de Netflix. Pourquoi que je ne partirais pas un service moi-même? HBO, c'est ce qu'ils font à l'heure actuelle. Là. Ils mettent leur contenu en ligne pour faire appel à Netflix. Donc, ils ont des compétiteurs qui sont leurs propres clients.
En conséquence, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres, pour tenter de parer à ça? C'est peut-être un beau dilemme tantôt, là. Ils ont commencé à produire eux-mêmes du contenu, Netflix. House of Cards, peut-être que ça fait une très bonne série en passant. Gros succès. Marco Polo, etc. Donc, imaginez, là, dans quelle situation qu'on se met. Netflix produit du contenu, les producteurs de contenu commencent à imiter Netflix, Amazon rentre dans le deal. Alors, ça va être, vraiment, que le consommateur, en théorie, on va en bénéficier, parce que tout ça va faire chuter les prix, mais ça va être assez intéressant à suivre. Donc, en conclusion, pour ceux qui veulent négocier Netflix, on le regarde personnellement, là, à court ou à moyen terme. Je ne parle pas à long terme, là. Ça s'appelle stratégie d'option bidirectionnelle. Ouais. On l'a vu, là. C'est quelqu'un qui tente de faire une prédiction sur la direction des earnings la veille a eu des mauvaises surprises dans le cas de Netflix. Là, 3 mois à la baisse, puis là, à la hausse. Donc, ça, c'est stratégie d'option bidirectionnelle, les strangles, les straddle, les strips, les stops, etc. Dans des creux de volatilité, bien important, il ne faut pas payer de la volatilité. Non. Puis, l'horizon de temps, il faut trouver l'expiration là, qui est optimale. Mais c'est la façon de trader Netflix parce que tout peut se produire à partir de maintenant, même avant les prochains earnings. Parce qu'il pourrait très bien nous sortir là, et nous faire une annonce de profit warning qui aurait un effet important sur le titre. Alors, on va passer à des choses un peu plus, je vous dirais, normales. Interactive Broker, qui avait aussi ses résultats. À la baisse, dans le Interactive Broker, c'est un courtier d'accès direct qui est bien connu dans le monde du courtage, en plein ça. Grosse firme. Alors, on voit que malgré tout, a eu des mauvais résultats. Puis regardez, le graphique, c'était à la hausse pour le restant de la semaine suivant la journée de l'annonce. eBay. On avait eBay qui a eu de bons résultats. 89, ils ont sorti 90. Une scène, mais tu sais, quand tu as des milliards d'actions en circulation, ça fait beaucoup. Ils ont annoncé aussi des mises à pied en même temps, là, si je me rappelle bien, eBay. Ah, possiblement. En tout cas, Wall Street n'a retenu que la scène. Les mises à pied. Remarquez bien que Wall Street peut voir ça comme une bonne nouvelle, les mises à pied aussi, là. Un peu tordu, comment ils pensent, on le sait. Donc, là, ici, on a de la convergence. On a de la normalité. eBay annonce un bon résultat, le gap. Le titre gap à la hausse, ce qui est dans la norme. Et on voit, si on le met sur un nombre de jours, que le titre a connu une très bonne journée en plus, parce qu'en plus d'ouvrir à la hausse, il a monté toute la journée. Donc, ça a été de très bons résultats pour nos amis de eBay. SanDisk, alors, des résultats, eux autres aussi, à la hausse. On attendait 1,27, il est sorti 1,30. Et qu'est-ce que ça a donné? Regardez comment est-ce que des fois... C'est assez... faut pas se fier à ça. Non. Gap à la baisse, mais on se revire de bord. Là, je rappelle aux gens, là, c'est des jours, ça. Parce, pas qu'on pense que c'est des mois, là, c'est des jours. Alors, à l'ouverture, le matin, on a le gap. Et pratiquement à la fin de la journée, on avait quasiment fermé le gap. Alors, encore là, go figure, là. Ouais. Gap à la baisse à l'ouverture sur des bons résultats. Hein? Et on se revire de bord, puis on ferme la journée pratiquement au prix de la fermeture de la veille. Donc, encore une fois, il ne faut pas se faire prendre à tenter là, de prédire la direction d'un titre là, à l'annonce des résultats financiers. Et 30 secondes. 68 contre 52, bon résultat. Semi-conducteurs aussi, hein? Oui, bon résultat. Regardez, Puni, le titre a eu un gap à la baisse. Probablement des petites nouvelles là, à travers ça là, qui n'ont pas paru. Sauf qu'il n'y a pas de croissance de revenus dans cette c'est probablement ça qui a fait ça fait 4 ans qu'il nous fait du 2,9 milliards par année. Puis le bénéfice, yo-yo, puis le bénéfice est en baisse par rapport à l'an passé. On fait une pause, on répond à vos questions tout de suite. C'est le temps de répondre à vos questions. On va y aller tout de suite parce qu'on en a quand même pas mal. La première qui nous vient de Vincent, 3 titres. Stella Jones, Microsoft, Airbus of America, qui font donc, entre autres, le dernier des vêtements protecteurs pour l'armée, là, hein, parce que leur produit, c'est à base de caoutchouc, je me rappelle bien. Là. Commençons tout de suite par Stella Jones, je l'aime bien, moi. SJ, donc à la Bourse de Toronto, un titre qui connaît quand même une bonne progression depuis... On peut peut-être regarder au niveau technique d'abord. Oui, graphiquement, c'est très joli, hein, c'est ça. Ça monte. C'est celui-là qui fabrique les traverses de chemin de fer, des poteaux, des dormants et
des les poteaux poteaux. électriques. Les poteaux. Oui. Alors, c'est assez incroyable parce que c'est quand même, en théorie, une vieille économie. Apple puis tous ces trucs-là. Mais écoutez, l'entreprise va très, très bien. Ça ne cesse de monter. Donc, pas grand-chose à dire. C'est au plate si t'es pas dedans. Parce que là, tu te dis, écoute, j'ai peut-être manqué le party, là. Mais si t'es dedans, tu gères ça. Puis tant que ça ne retrace pas, t'encaisses tes profits. Donc, rien à dire sur cette entreprise-là. Ne serait-ce que tôt ou tard, il y aura probablement une petite correction qui va venir. Mais M. Paul, comme vous dites, c'est vrai qu'il est vraiment super beau, mais occasionnellement, il fait des genres de petits replis. 3, 4, 5 $. Fait que les gens, c'est peut-être sur les replis, ça peut être intéressant, mais les chiffres, François, honnêtement, ça fait plusieurs années, je regarde ça, cette compagnie-là, puis je me dis, comment ça fait que je n'ai pas acheté? Non, mais c'est quand même vrai. Je veux dire, ils ont beau, le titre a beau grossir et tout ça, puis la rentabilité, la croissance, est quand même toujours là. Écoute, il est quand même à 24 fois les profits. OK, c'est quand même pas donné, il faut le reconnaître. Mais il reste qu'ils ont quand même une niche très particulière. Puis d'après moi, il n'y a pas grand joueur qui sont dans cette niche-là. Puis, tu sais, ça va quand même, évidemment, c'est relié peut-être un peu avec le secteur des trains et tout ça. Fait que s'il y aurait vraiment une grosse... Parce que là, on sait que avec le pétrole, un peu, c'est peut-être possible que ça vienne jouer un peu à ce niveau-là. Mais le rendement sur l'avoir est très bon. 19 fois les profits de l'année prochaine parce qu'on anticipe comme une bonne croissance. Fait que c'est pas... je pense que c'est quand même très bien pour le long terme. Oui, effectivement. Et Brian McManus, qui continue de faire de l'excellent job, il est allé à la bonne école. Lui, son père, c'est l'ancien président de la Banque Laurentienne, entre autres. Et depuis qu'il est là, écoute, en 2011 à aujourd'hui, là, il a plus que doublé le chiffre d'affaires, puis le bénéfice net a presque triplé. Alors, on voit que ça marche en bébé de son affaire. Deuxième, Microsoft. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On regardait le niveau technique, on regardera le fondamental après. Là, ça se négocie autour de 46, mais il a connu quand même une bonne séquence. Oui, bien, regardez le niveau technique en mois, si vous vous souvenez, on l'a analysé souvent, évidemment. Là, on avait une belle figure triangulaire qui avait fonctionné, c'était à la fin de l'année 2013, milieu d'année. Là, si on y va sur la base technique, on a atteint son plein potentiel de cette figure-là. Pas dire qu'il ne montera pas plus tard, là. Mais on a atteint le plein potentiel sur la base technique. Et oui, c'est ça. C'est correct parce que ça prend des volumes quand ça brise. On les avait. Là, parce qu'il y a eu un gros changement, là, en février 2014. Ben oui, c'est ça. Et on l'avait commenté ici. Oui. Donc, en théorie, Microsoft devrait... a des belles années devant lui, sauf que là, pour cette ride-là, ça se peut qu'il y ait une petite pause qui se fasse, compte tenu qu'on a atteint le plein potentiel de la figure chartiste. On le voit d'ailleurs en semaine, ça retrace un petit peu, et on le voit aussi en jour. Mais je pense que s'ils font un paquet de moves là, dernièrement, là, il y a eu d'ailleurs des annonces importantes là, qui pourraient les garder sur leur lancée. Puis là, en plus, ils ont un méchant problème, en tout cas, qui est peut-être un beau problème pour Microsoft et Apple aussi, parce que même SAP, il demandait... Là, vous saviez, avant, il était capable de hacker les téléphones cellulaires ou encore nos ordinateurs. Là, c'est rendu qu'ils attaquent les TV intelligentes. Puis là, ils ont demandé à Microsoft et à Apple de trouver une solution, parce que là, ça marche plus bien. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un peu de relevé là, dans le dernier... Dans les points fondamentaux, François, moi, je suis surpris de... On pourrait dire, tu sais, c'est quand même une grosse compagnie, hein, 300, quasiment 400 milliards de capitalisation. C'est un gros bateau. Puis malgré tout, dans les dernières années, les revenus augmentent de 12 par année. Ça c'est très, très, très important. C'est très considérable. Je ne sais pas si c'est parce que Microsoft vend beaucoup, probablement, sur tous les pays, si on veut, sur la planète. Peut-être faire attention, cette croissance-là risque peut-être un peu de diminuer avec la baisse des autres devises de peut-être 20-25 là, dans les dernières semaines et mois. Fait que ça peut-être un peu ça venait jouer, mais il reste que le rendement sur l'avoir, moi, les chiffres que j'ai, c'est du 25 c'est quelque chose là, pour une grosse compagnie comme ça. Puis on est à 19 fois les profits, 17 sur le prévu l'année prochaine. Fait que oui, c'est sûr, ça l'a quand même beaucoup monté. Il faut peut-être gérer ça parce qu'une grosse compagnie comme ça, actuellement, tu n'as pas des super multiples parce que la grosse croissance, elle est comme mathématiquement impossible. Mais ils ont réussi quand même à le faire dans les dernières années, puis c'est surprenant. Oui, puis en plus, ça fait 2,70 par action comme bénéfice net, puis ils réussissent à des flux auto-générés de 3,22 $. Ça veut dire que c'est bien administré en bébite, ça, cette histoire-là. Là. Ils font une méchante bonne job. Pas beaucoup de dettes, puis en plus de ça, ben les revenus, on le voit, les revenus sont autant à l'extérieur, 43 milliards, comparativement à 43 milliards pour les Américains. C'est une machine à cash. C'est une machine à imprimer de l'argent. C'est souvent dit, effectivement. Machine à imprimer de l'argent. Ouais. Bon, et Airbus of America, BOS, ça, c'est
contrairement au nom de la compagnie, c'est une compagnie canadienne. Oui. Ah oui? Oui. OK. Ah, ben, Pointéo, en tout cas. Oui. C'est à Newmarket, ça, en Ontario. Ben, écoutez, elle va bien. Si on met ça sur un horizon mensuel ici, et ça n'arrête pas de monter là, depuis début 2013. En semaine, évidemment, c'est la même chose. Il y a peut-être juste en jour, comme c'est normal qu'il y ait des petites retraces. Il faut que ça retrace de temps en temps. On est peut-être là, dans une période de retrace. Ça, j'ai mis un petit cercle orangé. Donc, peut-être faire attention et attendre que ça reparte. Un peu comme celle jaune que tu disais tantôt, Yves. Ils font des replis, puis ils repartent à plus haut, puis ainsi de suite. Donc, on est dans un repli. Alors, si ça repart à la hausse et on dépasse les 14,50, 14,75, peut-être une belle opportunité d'achat, à moins que le fondamental... Bien, je vous dirais, c'est sûr qu'au niveau des profits, on est à 28 fois les profits. Ça peut sembler très cher, mais 19 fois ceux qui sont prévus pour l'année prochaine. Fait que la compagnie, je pense qu'il y a une bonne croissance qui est là. Il y a une petite dividende qui n'est pas gros, là, 1,4 %. C'est une petite compagnie de 300 millions de capitalisation environ. C'est sûr qu'ils ont des créneaux assez là, dans le caoutchouc, il y a la défense et tout ça. Puis le secteur de la défense, avec un peu ce qu'on voit, ça a l'air d'être un secteur qui est un petit peu porteur. Donc, surtout dans le secteur de l'automobile, en plus, là, ils font toutes sortes de petits gadgets là, pour enlever les vibrations pour les automobiles. C'est tout en caoutchouc, ça. Les anti-vibrateurs caoutchoutés, là, c'est toujours qui font ça. C'est des niches, hein? C'est ça, quand tu as une niche, là. Ils passent 250 millions de kilos, de tonnes de caoutchouc annuellement. On dit que c'est une petite business, là, mais comment ça fait du caoutchouc? Pas l'heure, il faut acheter sur du caoutchouc. Oui. Nicole Benoît, 4 titres, Intertape Polymère, CSX Corporation, Sensio, celle-là, ça faisait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, 3D et Tweed Marijuana. On va commencer, tiens, par Intertape Polymère et TP. Oui, c'est dommage parce que je vous aurais dit qu'avant aujourd'hui, j'aurais dit que ça allait bien et ça va bien depuis un bon bout de temps. Il faut commencer par rendre César ce qui va à César. Depuis 2011 que ça monte sans cesse. On est parti d'une pièce puis on a atteint 20 pièces. Donc, assez dur de critiquer ça. Mais là, tout récemment, et c'est sûrement des earnings, j'ai pas eu le temps de vérifier. Vous, M. Gagnon, vous êtes capable de mettre la main sur la nouvelle. Là. D'après moi, c'est des earnings. Là. Il y a eu un gap. C'est ce matin, ça. On est en temps réel. Là. Il y a eu un gap important. Là. À moins que je me trompe là, sur mon graphique, là, mais il y a eu un gap important. Oui. Et ça continue de glisser dans la journée. En plus, ça, on va l'amener en temps réel. C'est l'avertissement pour le 4e trimestre. C'est un avertissement ce matin. Alors là, malheureusement, ça vient mettre une grosse bémol. Là, parce qu'avant hier, j'aurais dit la vie est belle, mais là, c'est sûr qu'il va falloir gérer ça. Il faut creuser. Là. C'est quoi cet avertissement-là? Ça a-t-il des effets à long terme ou c'est facilement corrigeable à court terme? Probablement que le fondamental va nous aider là-dessus. Mais je trouve ça intéressant, M. Paul, le point, parce que quand j'avais regardé ça un petit peu plus tôt, dans le fond, cette compagnie-là, les revenus, ils plafonnent depuis environ 3 ans, 3 ans et demi. Il n'y a pas de croissance, là. Il y a vraiment un plafonnement. Et l'année passée, il y a eu un trimestre, puis la profitabilité est assez variable, mais il y a eu un trimestre qui était le 4e trimestre, qui ont fait un super profit, genre 5 fois la norme. Fait que je ne sais pas, j'ai pas pu voir si c'est un profit qui est non récurrent, mais ça a gonflé le bénéfice annuel, puis que le titre a l'air pas cher à cause de ça. Mais quand on regarde ça, on se dit, bien, est-ce que cette année, ils vont être capables de sortir du chapeau un super bénéfice comme ça dans le dernier quart? Puis là, ça a l'air que... Probablement non. On vient d'avoir la réponse. On a la réponse en temps réel. Parce qu'il y avait un risque, dans le fond, ce bénéfice exceptionnel-là... Les non récurrents, là... Exactement. C'est tricky, ça. Exactement. Puis là, on voit très bien que... Fait qu'il faut peut-être, au niveau des calculs, ne pas peut-être anticiper le bénéfice de l'année précédente et peut-être faire les calculs avec celui qui semble être un petit peu plus stable et récurrent. Et dans le fondamental, c'est important, ça, l'élément non récurrent. Même chose pour les dépenses. Hein? Fameuses dépenses non récurrentes. On fait des profits parce qu'on a une dépense non récurrente qu'on n'a pas pris. Mais si on l'avait pris, on aurait perdu de l'argent. Mais Wall Street n'en parle pas de ça. Non, jamais. Non. Fine print. L'autre, CSX Corp, c'est une compagnie qui est de conteneurs pour le transport sur rail. Alors, elle a des beaux titres, soit dit en passant. Une compagnie qui monte. Là. Depuis la correction de 2008-2009, Centre-Val n'a pas cessé de monter. Quelques petits replis bien normaux, en pleine ascension. Peut-être, en ce moment, j'ai fait un petit sac jaune. Il y a quand même eu une petite retrace importante dernièrement. Double creux, pas parfait, mais bon, peut-être attendre un petit peu. Là. Si on n'est pas dedans, si on est dedans, il n'y a pas de problème. La vie est belle, mais si on n'est pas dedans, peut-être attendre un petit peu qu'il dépasse 35 et demi. Ça doit être depuis le 21 là, qui nous fait ça, là, parce qu'il y avait une nouvelle qui disait que dans le transport intermodal, c'est-à-dire dans le transport de ce genre, dans lequel ils sont, ça avait baissé un petit peu de 6 dixièmes, alors c'est peut-être ça qui l'a affecté. En fait, c'est au début du mois. Ça commence au début du mois. Voilà.
Moi, ce que je vois, François, c'est que ça semble être, dans le fond, les chemins de fer, on sait très bien, dans le fond, c'est comme un peu un oligopole. Hein. C'est une niche, puis ils sont pas beaucoup à autant faire les prix, tout ça. Puis si on regarde la progression, les revenus, la profitabilité, la progression, elle n'est pas très grosse, mais elle est très bonne, puis elle est très stable. Fait que ça, c'est quand même très bien. Puis le graphique, à très long terme, c'est un peu ça que ça montre. On est à 17 fois les profits, 15 fois sur l'année prochaine. C'est pas la grosse aubaine, mais c'est quand même très solide en termes de revenus, puis en termes de profitabilité. Fait que c'est quand même intéressant à long terme. Bon. L'autre, Sensio Technologies, c'est une entreprise, ça, qui, à un moment donné, avait le vent d'un voile, malgré, en tout cas, particulièrement en 2012, ça avait fait le summum, d'ailleurs, à Las Vegas, à la fameuse réunion où on parle techno, là, et grâce au 3D, parce que c'est eux qui fabriquaient les chips 3D, mais depuis ce temps-là, il me semble qu'on n'entend plus parler. Ça perd de l'argent de mois en mois. Là, on est rendu à 16 cents. Ouais, ça valait 3 piastres, c'est correct. C'est pas son meilleur dans son portefeuille. Puis c'est difficile d'analyser, même point de vue technique, parce que c'est un penny stock actuellement, là, à 16 sous. Puis, écoutez, les volumes, je regarde ça vite, là, je pense qu'on est en 50 quelques mille de volume, 400 quelques mille de volume, c'est pas gros comme volume. Donc, là, écoutez, à 16 sous, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire, là, mais c'est pas un achat, en tout cas, ça, c'est sûr. En tout cas. C'est sûr, François, c'est sûr. Sur la base des profits, moi, j'ai pas vu, il n'y a pas encore de revenus, de rentabilité. Ben, il y a des revenus, mais ils perdent de l'argent tout le temps. Ouais, c'est ça, OK. Mais il reste que c'est ça. Dans le fond, l'analyse a doit être plus basée sur la nature de l'entreprise, donc beaucoup plus d'investigation, à savoir, c'est probablement un pari technologique qui est en arrière de ça. Puis avec la réalisation du plan d'affaires de la direction, est-ce qu'ils vont être en mesure, si on veut, de livrer tout ça? C'est un petit peu spéculatif de savoir si ça va fonctionner ou pas. Mais la personne, c'est ça qu'elle devrait un peu évaluer là, à ce niveau-là. Vous savez, je vais faire une affaire avec vous, Nicole, qui nous avait écrit. Je vais inviter Nicolas Routier. Un petit bout là, qui n'est pas venu nous voir, ça doit faire 2 ans. Là. On va lui demander qu'est-ce qui se passe exactement avec Sensio. On va peut-être en savoir un peu plus. Pour ceux qui surveillent la marijuana médicale, tweed de marijuana. Oui, écoutez, j'ai passé leurs produits. Des startups là-dedans. J'ai passé leurs produits, mais bon, en tout cas, à un moment donné, il y en a qui en fumaient du bon. Regardez ça ici, là. On a eu un high au début de l'année 2014. On est passé de 0 cent à peu près à 4,80, mais je pense que la fumée s'est dissipée parce qu'on est retombé à 2,05 $. Alors, écoutez, assez difficile de commenter ça techniquement parlant. Là, on peut faire des blagues, mais bon, c'est-tu un produit de l'avenir? Il y en a tellement de start-up là-dedans. Aux États-Unis, là, c'est rendu une guerre de start-up pour savoir qui va avoir... C'est ça qui est le problème. Moi, ce que j'ai vu, François, sur le sujet, c'est que, dans le fond, il y a plusieurs États américains que, dans le fond, ils s'étaient fermés, réglementés et tout ça. Puis là, maintenant, plusieurs États ont comme rouvert un peu ce marché-là, qui, dans le fond, il va y avoir probablement une grande croissance. Fait qu'il y a des joueurs qui vont s'installer, mais le problème, c'est ça, c'est qu'il y a déjà des dizaines et dizaines de compagnies. Puis c'est qui va passer un peu là-dedans. Tu sais, c'est un peu, on a vécu ça dans les années 2000. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de vrai en arrière de tout ça, mais il y en a beaucoup qui vont piler les genoux en cours de route, puis il y a quelques joueurs qui vont ramasser le marché, puis qui vont faire sans compter le marché parallèle. Qui est là depuis longtemps. Et voilà. Bien, merci beaucoup à vous deux. Bienvenue. Merci à vous également. Demain, Philippe Leblanc de Cote est avec nous. Au revoir.